concept que je vais illustrer, donc celui d'invariance ou encore d'invariance, est un concept transdisciplinaire, c'est-à-dire un concept qui traverse la plupart des sciences pour s'y appliquer diversement. Un invariant, vous savez tous ce que c'est, je suppose, c'est tout simplement, tout simplement quelque chose qui ne change pas à travers une transformation. Alors cette transformation peut être bien sûr réelle, c'est-à-dire se passer réellement dans la nature, par exemple une dynamique, un changement dans le temps, mais ça peut être aussi une transformation que j'ai qualifiée de virtuelle, c'est-à-dire qui se passe dans la tête du chercheur. Et l'invariance, on peut dire aussi, est elle-même un invariant à travers des transformations virtuelles intersciences. Bon, vous réfléchirez là-dessus, ça vous intéresse. Alors on va commencer à illustrer l'invariance à travers notre science. Déjà, l'invariance se concrétise au niveau de l'individu de l'association. Je ne reviens pas sur la définition de ce concept que tout le monde connaît ici. C'est d'ailleurs l'objet concret, le phénomène élémentaire de notre science. En effet, on exige de cet individu qu'il soit homogène floristiquement et structurellement, donc qu'il soit doté d'une certaine invariance interne dans toutes les directions spatiales, une certaine isotropie, au moins statistique, parce qu'évidemment, ce n'est pas aussi carré que cela. Je dois préciser que souvent, on exige en outre une homogénéité écologique. Je n'y crois pas vraiment, car il n'existe en fait que des niveaux d'homogénéité écologique qui dépendent de la sensibilité des êtres vivants. Le milieu écologique se rapproche plutôt d'une structure fractale, comme je vais le montrer dans les années 86, c'est-à-dire un objet complexe, doté d'une homothétie interne, dont toute partie isolée est homothétique de la structure globale. Il y a donc en fait des niveaux d'homogénéité écologique relative, et ici nous en venons, il y en a qui doivent nous voir venir là, nous en venons progressivement à l'approche sinusiale, dont j'ai été et je reste encore un des fervents défenseurs, il y en a d'autres dans la salle, mais je sais que nombre d'entre vous la refusent et je ne veux froisser évidemment personne aujourd'hui, hein, surtout pas la première conférence. Alors la description de l'individu d'association, c'est évidemment le relevé phytosociologique, la liste la plus complète possible des taxons présents sur une aire au moins égale à l'aire minimale, chacun de ces taxons étant affecté d'au moins un coefficient d'abondance-dominance. Dans des travaux antérieurs, j'ai montré que le relevé peut être considéré comme une mesure du phénomène phytosociologique élémentaire. Mais évidemment, ce n'est pas une mesure classique. C'est une mesure qualitative d'abord, ça n'est pas un nombre, comme en physique. C'est une mesure qui est non ordonnable, au moins globalement. Au contraire, donc des mesures quantitatives habituelles. Un tableau homotone de relevé peut être synthétisé en la colonne dite de fréquence qui correspond en fait bien à une moyenne de mesures qualitatives. D'ailleurs, on peut aisément montrer, dans un tableau phytosociologique homotone, que le nombre moyen d'espèces par relevé est bien égal au nombre d'espèces du relevé moyen. En l'occurrence ici, 10 taxons et demi. Alors ainsi considérée dans son extension qualitative, la mesure s'avère un nouveau concept transdisciplinaire que j'ai appliqué diversement après à l'ethnographie, la description des objets créés par les hommes, par exemple les barrières traditionnelles, les ruches, ou aussi à la linguistique à travers les jeux de mots. Passons à l'étape analytique. Une fois rassemblée une population suffisamment conséquente de relevés, l'invariance par les transformations virtuelles permet la définition de catégories abstraites qu'on appelle bien sûr des syntaxons et initialement au moins des syntaxons élémentaires par l'existence d'espèces communes, c'est-à-dire donc des espèces qui sont invariantes à travers les relevés de ces catégories, au moins une invariance statistique là aussi. L'invariance permet aussi d'élaborer de sains systèmes, c'est-à-dire des systèmes hiérarchisés des unités emboîtées les unes dans les autres, depuis le niveau fondamental de l'association végétale jusqu'à celui de la classe. Le sain système n'est pas qu'une simple hiérarchie des syntaxons, n'est pas qu'une simple classification des lois, comme l'a montré par exemple le physicien Pierre Duhem à la fin du XIXe siècle. Il permet aussi de déduire de petits ensembles de taxons possédant des affinités sociologiques entre eux. Et ces petits ensembles, je les ai dénommés des groupes sociologiques et on verra très rapidement vers la fin comment on peut les utiliser. À l'image de la physique traditionnelle, la phytosociologie donc définit des lois
évidemment elle-même qualitative et non plus quantitative, en tentant d'associer à un certain action élémentaire, par exemple ici S, un ensemble de valeurs prises par les facteurs écologiques. Pour faciliter le dialogue entre nous, la nomenclature phytosociologique fait appel à des règles assez strictes qui mettent en jeu des radicaux linguistiques universellement adoptés pour reconnaître facilement le rang des syntaxons nommés. C'est encore un exemple, peut-être inattendu, d'invariance. On va évoquer un petit peu les structures formelles systématiques. Dans le cadre quantitatif, il existe des unités de mesure emboîtées. Par exemple, ici, au niveau des mesures de longueur, les millimètres sont inclus dans les centimètres, les mètres, etc. Pas sur les détails. Et évidemment, plus l'unité est fine ou basse, plus la mesure, elle, sera fine. On peut étendre cette idée d'unité emboîtée à la taxonomie en considérant la suite d'inclusion, taxon alimentaire, TE, inclus dans des sous-espèces, les sous-espèces dans les espèces, les genres, les familles, les ordres, etc. Donc il n'y a pas d'unité à gauche de TE, du taxon alimentaire, puisque justement il est élémentaire. Donc on ne peut pas le subdiviser significativement. Donc il vient alors à l'idée d'utiliser des unités systématiques pour faire des mesures du monde végétal. Alors évidemment, si on prend des unités un petit peu élevées, comme la famille, ce ne sera pas des mesures très très fines. On va aboutir à des catégories assez grossières. Et pourtant, cette idée est assez fructueuse quand on la prend à l'échelle mondiale, puisqu'on peut trouver des invariances de famille dans des milieux tout à fait équivalents sur le plan géologique, sur le plan écologique. Ça veut dire qu'on peut se mettre à la place d'un phytosociologue qui aborde une région nouvelle dont il ne connaît absolument pas la flore, comme c'est le cas souvent lorsqu'on se promène sur la planète, mais pourvu d'un bagage scientifique suffisamment conséquent pour au moins reconnaître les genres ou les familles. Donc on peut faire des relevés de familles comme ça dans des unités paysagères d'Australie, de Nouvelle-Zélande, et on peut créer des catégories abstraites que j'ai appelées pour cette raison des structures formelles systématiques et qui révèlent une certaine universalité, une certaine invariance à l'échelle planétaire. Alors c'est un des moteurs évidemment qui me pousse à voyager, puisqu'il faut aller vérifier si les structures se répètent. Donc bientôt on va partir en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et évidemment, je vais chercher à mettre en évidence les landes australiennes avec des éricacées très particulières, australes. Toujours à propos des mesures, je dois reconnaître que je suis assez satisfait d'avoir établi l'équivalence formelle entre l'acte de mesure quantitative à l'aide d'un détecteur matériel, par exemple un détecteur de pollution, et l'acte de mesure qualitative fourni par l'utilisation d'êtres vivants et qu'on appelle la bioindication. Il y a un parallélisme très très fort entre les deux, à condition évidemment de mettre en évidence les concepts qui permettent de passer de l'un à l'autre. On peut enrichir la description des syntaxons nouveaux au moyen de spectres, qui sont encore des mesures qualitatives, mais qui sont basées cette fois-ci sur des critères autres que le taxon élémentaire. Par exemple, les structures formelles systématiques peuvent être considérées comme des spectres systématiques du rang genre ou du rang famille. Mais on peut considérer encore d'autres classifications, comme les types de dissémination des diaspores, les types phytographiques, les types de morphologie foliaire. Tout ça, ça peut permettre à l'échelle mondiale de dégager des invariants. Donc, voici ici un tableau phytosociologique de Fourré de l'Aude, donc du Languedoc, que j'ai traduit ultérieurement donc, en termes de spectre. Un spectre systématique au niveau famille, avec la grande importance en haut de la famille des rosacées, puis des fagacées, avec notamment les Quercus évidemment, Quercus pubescens, etc. On peut aussi, avec les deux autres spectres en dessous, comparer deux types de végétation arbustive du Midi avec la morphologie foliaire. Donc en haut, c'est mon association du roseau Bibornetum tini au doigt, avec la grande importance des feuilles coriaces, et en dessous, la morphologie foliaire du Quercetum cocciféré. Donc ça montre que les deux syntaxons sont quand même assez différents, bien qu'en relevés dans des régions voisines. Systématique et structuralisme en phytosociologie, on va franchir un degré un peu d'abstraction. Dans ma thèse de 84, j'espère qu'elle est encore consultée un petit peu de nos jours, j'ai introduit l'approche systémique en phytosociologie
selon la tradition, enfin la définition classique du système, un ensemble d'éléments réunis par des relations. Alors la notion de système est évidemment encore un invariant transdisciplinaire, puisque c'est un des concepts les plus fondamentaux de la science que d'analyser les phénomènes en les analysant en système. En phytosociologie, donc, un système rapproche des syntactions élémentaires décrits et nommés, selon des règles nomenclaturales que j'ai un petit peu évoquées, unis par des relations spatiales et ou temporelles. Évidemment, pour en faciliter l'étude, un système ne doit être ni trop grand, ni trop petit, sinon il va se réduire à un élément, ce n'est pas très, très intéressant. Donc, de sorte qu'il nous faut définir des critères d'homogénéité interne au système. Alors, dans ma thèse de 84, vous vous rappelez, et qui n'était pas né, on va la lire. J'avais donc travaillé sur les prélevés hydrophiles, on rejoint un petit peu les zones humides, le thème de ce colloque, et donc j'avais posé pour un système élémentaire une certaine invariance géologico-climatique, c'est-à-dire rattachée à une région naturelle, une invariance topographique, en distinguant par exemple les prairies longuement inondables et les prairies simplement hygrophiles, qui sont dès lors reliées par une relation spatiale, selon du gradient topographique. Et ultérieurement, au-delà de ma thèse, en approfondissant encore un petit peu ces idées, j'étais amené à introduire l'invariance biologique, c'est-à-dire à distinguer des systèmes thérophytiques, des systèmes hémicryptophytogéophytiques, des systèmes nanophanérophytiques et évidemment phanérophytiques. Tout ça étant relié à la phytologie siliciale, bien sûr, bien que les deux approches fussent initialement complètement indépendantes et séparées. La description de tels systèmes avec les éléments et les relations s'achève généralement sur des graphes systémiques. En voici un exemple, qu'on appelle aussi des graphes relationnels, ça dépend des publications, c'est pareil. Donc on relie tous les éléments nommés selon les règles nomenclaturales par des flèches à déterminisme écologique, avec des symboles qu'on essaie de rendre un petit peu universels, au moins pour ceux qui s'intéressent à la systémique phytosociologique. Avec Philippe et François Gillet, on a un petit peu harmonisé tout ça. Alors un tel graphe peut être considéré comme une mesure qualitative d'un système. Donc on va appliquer ce qu'on a fait avec la syntaxonomie, on va essayer de mettre de l'ordre dans la diversité des systèmes liés aux différentes régions naturelles de France et éventuellement d'Europe ou au-delà. D'un autre côté, au sein d'un système tel que celui-ci, on peut isoler des sous-ensembles ordonnés d'éléments qui sont unis par une même relation. Par exemple, si on prend la relation étoile égale ici, donc étoile c'est l'eutrophisation, égale c'est le traitement en fauche, donc l'ensemble des prairies eutrophisées en fauche avec des degrés d'intensification progressive permet de relier le Dianthometa ici, une pelouse qui a été décrite en Aubrac, assez oligotrophique sur des sols très très peu améliorés, une prairie intermédiaire de Viololuté Tricetetum, et la prairie assez fortement eutrophisée de l'Heracléoleucoquie Arenateretum. Donc on retrouve ici un extrait de ce système, donc un sous-système qu'on peut appeler une série, ici une série de trophiques, et qu'on peut aussi décrire au moyen d'un tableau phytosociologique à droite, en observant les déplacements d'espèces, qui permet donc inversement de faire de la bioindication en reconnaissant des espèces et en les associations à des niveaux de trophie. Alors d'un point de vue épistémologique, ce concept de série tel qu'il est illustré ici est l'homologue qualitatif de ce qu'on appelle en mathématiques, pour ceux qui connaissent un peu, les fonctions d'une variable quantitative. Et en analyse, depuis Newton, Leibniz, etc., on définit la différentielle en un point. Eh bien, la différentielle trouve son équivalent en phytosociologie, c'est l'ensemble des différentiels. Donc on retrouve ici le même terme dans deux sciences différentes, mais qui finalement ont à peu près le même sens. L'un sous l'aspect quantitatif, l'autre sous l'aspect qualitatif. Alors par exemple, la différentielle du stade
du premier stade d'entométum et du deuxième bioluminosité-tom, c'est l'ensemble des espèces entourées en rouge, alors que la différentielle du deuxième par rapport au troisième, évidemment, c'est l'ensemble des taxons qui sont entourés en vert. Par ailleurs, si on associe à chaque stade d'une série un spectre issu d'une classification donnée, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on peut aussi décrire des séries spectrales qui, là aussi, peuvent fournir des invariants assez généraux, utiles pour l'application ultérieure. Alors, la démarche de classification de la diversité des systèmes, c'est évidemment le structuralisme que j'ai emprunté aux sciences humaines de Lévi-Strauss, au moins en tout cas une partie, et qui permet de mettre en évidence des systèmes isomorphes, autrement dit des systèmes définis dans des régions différentes, mais qui fonctionnent de la même manière, avec des éléments. Ça n'empêche pas la diversité, bien sûr, mais la diversité est encadrée par des invariants. Ça permet de mettre en évidence aussi des éléments homologues, c'est-à-dire qui jouent le même rôle dans des systèmes différents. Les relations systémiques peuvent s'avérer relativement universelles, indépendantes des végétations, indépendantes des régions naturelles. Et de la même manière, dans différentes ethnosciences auxquelles j'ai apporté ma contribution, il existe des relations ethniques universelles qui sont indépendantes des objets naturels et indépendantes des ethnies qui les mettent en œuvre, et lesquelles d'ailleurs ces relations peuvent s'associer en chaîne opératoire. Et là on rejoint les travaux d'André Leroy-Gourhan qui a mis en évidence cette notion de chaîne opératoire dans la création des objets. Une autre notion, la notion de morphisme de mesure. Dans l'approche systémique plus structuraliste, la mise en évidence des isomorphismes est surtout possible avec des êtres vivants qui ont à peu près la même sensibilité, la même inertie vis-à-vis des changements des facteurs du milieu, par exemple les prairies. Maintenant, si l'on considère des êtres vivants qui ont une sensibilité trop différente, on peut essayer de mettre en évidence des fonctionnements un petit peu équivalents, mais ce ne seront pas forcément des isomorphismes. Ce seront simplement des morphismes, des symétries un peu plus faibles, que j'ai dénommés les morphismes de mesure. Alors on peut en relever par exemple entre la végétation des roselières et la faune vertébrée subaquatique. Ici en haut, plutôt au milieu à gauche, vous avez quelque chose qui ressemble à une roselière d'oiseaux. En effet, c'est un ensemble d'oiseaux qui se développe dans des eaux pas trop profondes, mais pas tout à fait sur la terre ferme. Et là, on a vraiment la notion de la roselière d'oiseaux. Et il y a des symétries très très intéressantes à faire entre le monde végétal et le monde animal. Vous avez cette fois-ci à droite maintenant la dynamique étaphique dans l'oligotrophisation des forêts qui mène par exemple d'un humus de type mulacide à un modère, voire éventuellement un dysmodère ou un mort, un humus donc très oligotrophe. Donc on peut associer ça à la dynamique de la végétation. Sur les mulacides, c'est plutôt des végétations à géophytes, jacinthe des bois par exemple. Et puis vers les dysmodères ou les morts, des végétations très oligotrophiles comme la Venella flexuosa, éventuellement la calune, Vaccinium myrtillus. Et bien, quand on fait la même chose avec quand on observe un petit peu la faune invertébrée associée, on peut mettre là aussi en évidence des séries qui sont associées à la dégradation des humus forestiers. Moi, je vous présente simplement le tableau, vous l'aurez dans les actes, si ma communication est retenue. Heuristique de l'invariance. Alors évidemment, ces différents concepts plus ou moins théoriques, mais sous-tendus par l'invariance, offrent toute une base heuristique qui fait avancer la science ou la recherche tant fondamentale qu'appliquée. Par exemple, les lois de type S associant syntaxon et l'écologie permettent de prédire l'existence d'un terme de la loi en présence concrète de l'autre. Donc soit par exemple la prévision d'un syntaxon alimentaire en présence d'un ensemble de facteurs écologiques ou des valeurs prises par les facteurs écologiques, soit la prévision inversement de l'écologie en présence d'un syntaxon alimentaire identifié. Elles autorisent aussi la prévision à la Mendeleïev, dont Philippe est assez fervent. Donc, à titre d'exemple,
deux systèmes, système acide et alcalin dans deux régions différentes, atlantique et continentale. On s'aperçoit que dans deux de ces quatre systèmes, il existe des petites végétations sur tourbe dénudée, pionnières. En acide atlantique, l'anagalido, ténélé, pinguiculetum, lusitanicae. Et en continental alcalin, les trigloginaux et les eucarytétum quinquéphorés. Et dans ma thèse, j'avais prévu qu'il devait exister aussi un élément pionnier de tourbe alcaline en Atlantique, ce qui s'est vérifié ultérieurement quand j'ai décrit l'anagalido, ténélé et l'eucarytétum quinquéphoré. Évidemment, il reste encore un trou, un appel à ceux de ces régions-là. Alors évidemment, ces méthodes, ce sont que permettent de poser des hypothèses. Ce n'est jamais vraiment des certitudes. Moi, je vois ça toujours comme des hypothèses. Il faut toujours retourner sur le terrain pour vérifier que ça marche, parce que les facteurs écologiques ne s'installent pas forcément comme attendu. La méthode des orbites systémiques permet de décrire un système partiel sur la base d'un unique relevé, par exemple, à partir de la décomposition en groupe sociologique. Alors, par exemple, je prends un système formé de 4 éléments ABC et j'appelle orbite de B, par exemple, l'ensemble des éléments qui tournent autour de B, qui gravitent, entre guillemets, autour de B, c'est-à-dire l'ensemble ACD. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les transformations de D vers B, de A vers B ou de C vers B, il existe des invariants heuristiques, c'est-à-dire que les transformations ne sont jamais trop intenses, de sorte qu'il existe des éléments communs entre A et B, entre C et D, entre D et B. Et donc, dans la structure de B, on va retrouver des éléments de son orbite. Donc, inversement, si on part de B et qu'on décompose B en groupes sociologiques qu'on arrive à reconnaître grâce au saint système, eh bien, on peut acquérir des informations sur l'orbite de B, c'est-à-dire sur les éléments A, C et D. Là aussi, ce ne sont que des hypothèses de travail. Je n'affirmerai jamais que ces éléments existent, ou on n'irait pas jusqu'à mettre un nom d'association sur ces éléments, mais ça permet de guider la recherche ultérieure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ça avec un jeu d'enfant, c'est-à-dire le puzzle. En fait, c'est des puzzles équivalents. Vous vous rappelez ce que vous faisiez dans votre enfance. Donc, vous essayez de relier des éléments entre eux. Alors, évidemment, vous vous basez sur le contour des différentes pièces qui doivent s'emboîter les unes dans les autres. Ces contours, ce sont en fait les relations systémiques. Et dans un deuxième temps, vous essayez d'avoir la continuité graphique, c'est-à-dire le passage d'une pièce à l'autre avec des éléments, des couleurs, des structures qui se retrouvent. Et c'est tout à fait la même chose. À partir d'une pièce, vous pouvez reconstituer un petit système, voire évidemment, progressivement, le puzzle tout entier. Bon, on ne fera pas ça en phytosociologie, c'est peut-être un petit peu grand. Alors, cette démarche heuristique se retrouve implicitement dans les recherches de Cuvier, qui reconstitua des organismes à partir d'un os fossilisé, ce qui provoqua notamment l'admiration de quelques-uns de ses contemporains comme Balzac, qui écrivait « Il reconstitue des mondes avec des os blanchis ». Alors, on pourrait évoquer aussi des isomorphismes spatio-temporels. Cette notion a été pas mal utilisée par Guillaume dans ses travaux en Afrique tropicale. Guillaume Lecoq, je précise. Qui facilite et qui permet d'économiser des études diachroniques en décrivant simplement des séries spatiales, ça coûte moins cher. Et si elles sont convenablement orientées, il suffit de changer la variable spatiale en variable temporelle pour décrire des séries temporelles. À ces aspects heuristiques se rattache aussi le génie écologique. Je ne rentre pas dans les détails. L'archéophytosociologie qui permet de reconstituer des paysages qui existaient il y a quelques siècles, ou la paléophytosociologie qui existait par contre c'est plutôt dans des millions d'années. Il y a des lois qui permettent de faire au moins ces prévisions. Là, on ne pourra jamais vérifier. On peut se demander si c'est de la science, puisqu'on ne peut pas aller vérifier nos hypothèses. Mais bon, c'est un autre problème épistémologique. En conclusion, il y aurait encore bien d'autres concepts se rattachant à l'invariance à citer, comme la syndicariance, que M. Géhu a beaucoup mis en évidence, les variations parallèles des syntaxons, les phénomènes physiologiques récurrents à travers différentes classes, par exemple les appauvrissements des syntaxons aux limites chorologiques,
le passage entre des unités systématiques supérieures avec des invariants possibles. Les symétries représentées par la diversité des cas d'invariance induisent un sentiment d'esthétique de notre science. Je me rappelle tout particulièrement de l'enthousiasme qu'a manifesté Emmanuel Catteau lorsqu'il a découvert la synthèse des atients TT1 capillivénéris dans le cadre du programme PVF2, avec les structures génériques associées à des espèces des genres Panicula, Primula et Hypericum. C'est le cri du cœur là, du scientifique qui exprime la beauté qui est derrière. Dans cet ordre d'idées, je rêve d'une phytosologie moderne, esthétique, riche en invariants de tous ordres. Si la végétation terrestre est logique, ce dont on ne doute pas, cette logique doit se retrouver dans notre science et celle-ci doit définir des outils conceptuels permettant de la révéler, de la mettre en évidence. Je vous remercie de votre attention.